bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas encore si cette vidéo sera la deuxième partie de mon bilan du mois de mai collée au tout premier ou si la vidéo va être beaucoup trop longue pour le numéro 1 et que je vais la couper et celle-ci sera donc un numéro 2 complètement à part. Dans le doute, je vous redis bonjour et on est reparti pour la deuxième partie de mon bilan de lecture du mois de mai. Alors de manière un peu éparse, j'ai pas trop rangé entre les romans, les graphiques et compagnie. Donc le premier livre qui me tombe sous la main, c'est le 4e tome des Carnets de l'apothicaire. Oui, enfin le 4e tome, je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais lu le tome 1, 2, 3, 5 et 6. Parce que je n'avais pas pu trouver le tome 4 dans ma médiathèque avant le tome 5 et 6. Et que comme j'étais impatiente, bref. Le voilà, j'ai enfin pu lire le tome 4. Et en effet, il y avait un tournant assez important à l'intérieur qui m'a permis de mieux comprendre ce qui s'était passé dans le tome 5. Et comme d'habitude, j'ai toujours trouvé ça trop mignon. Franchement, rien que la couverture, elle est vraiment chouette. J'essaye de vous la montrer pour pas que vous ayez trop de reflets de la ring light en plein milieu. Mais c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi intéressant et frais. Et franchement, regardez, la mise en scène est incroyable. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, c'est une série que j'ai adoré découvrir cette année et que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, comme j'aime beaucoup cette série, maintenant, j'ai très très hâte de découvrir la suite et de lire les tomes qui me manquent. Parce que tous ceux que j'ai lus jusqu'à présent m'ont convenu, je suis ravie de ma lecture, j'apprends plein de choses, je me régale sur les dessins avec l'intrigue, avec l'apprentissage des poisons, tout ça. C'est super, je me régale et je vous recommande franchement cette série, elle est incroyable. Pour poursuivre, l'autre livre qui me tombe sous la main, c'est A Game of Fate de Scarlett Sinclair. Alors, c'est un livre qui est en anglais. Je ne crois pas que la version française soit disponible pour le moment, mais comme ils ont commencé à traduire la version de Perséphone, quelque chose me dit que celle d'Hadès devrait probablement suivre. En tout cas, je l'espère pour vous parce que c'est très intéressant d'avoir le point de vue d'Hadès sur une autre histoire, on va dire, qui se rejoint quand même avec celle de Perséphone pour pouvoir avoir les deux points de vue et faire avancer l'histoire. Pour l'histoire, justement, on va être dans un monde très contemporain avec une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone, donc de la mythologie grecque. Dans cette version-là, Hadès fait partie du monde de la nuit, il tient tout ce qui est un petit peu boîte de nuit et qui a trait avec le jeu. Et Perséphone est une étudiante en journalisme qui essaye de se faire passer pour une humaine et vivre normalement parmi le commun des mortels en fait. Parce que donc c'est la déesse du printemps, mais la déesse du printemps qui n'a pas vraiment de pouvoir. Parce que pour le moment, malheureusement, la seule chose qu'elle sait faire, c'est faire crever toutes les plantes qu'elle touche. Pas tout à fait digne de la déesse du printemps, mais donc elle essaye de vivre parmi les mortels en essayant un petit peu quand même de trouver quels sont ses pouvoirs et pourquoi elle ne les a toujours pas déclenchés en fait. Et un beau jour, sans savoir, elle va se retrouver à faire un pacte avec Hadès, où il va lui demander de créer la vie aux enfers dans un délai de 6 mois. Sinon, passé ce délai, elle lui appartiendra pour toujours. Et à partir de là, en fait, on va avoir le point de vue d'Hadès sur cette histoire, avec comment lui il voit les choses, comment il en est arrivé, lui, à faire ce pacte avec Perséphone, parce que s'il y a ce pacte, c'est parce qu'il y a eu un petit quelque chose derrière qui l'a fait se déclencher. Et il va y avoir autour de la thématique principale, donc de cette relation entre Hadès et Perséphone qui vont essayer de s'apprivoiser, de se connaître et d'aller un peu plus loin, parce que c'est quand même une romance assez spicy. Donc vous êtes prévenus, que ce soit la version Perséphone ou la version Hadès, il y a des détails de sexe assez crus, donc si ça vous dérange, passez peut-être votre chemin, parce que c'est une histoire qui est quand même qui fourmille assez de détails de ce genre. Et donc à côté de ça, il va y avoir également une histoire autour d'Hadès qui est donc le maître de la nuit et de tout ce qui est le monde du jeu et compagnie. Et il va avoir pas mal de soucis avec des personnages connus de la mythologie qui vont être disséminés par-ci par-là et qui vont lui chercher des problèmes. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette version-là parce que cette partie-là, donc des problèmes d'Hadès avec par exemple Sisyphe ou autre, sans vous faire de spoil, on n'avait pas du tout cette version-là chez Perséphone parce que Perséphone ne connaît pas ces personnages, ne les a jamais vus. Donc, intéressant d'avoir un autre point de vue, je l'ai vraiment dévoré très rapidement, mais j'ai une petite préférence quand même pour la version de Perséphone, bien que j'ai beaucoup apprécié la version d'Hadès, mais je sais pas pour moi, Hadès, je le voyais encore plus dark, encore plus méchant, encore le dieu des enfers, quoi, donc le dieu qui rigole pas, et qui, il peut tuer sans aucun problème, même si c'est un peu le rôle des moires ou de Thanatos, certes, mais je sais pas, pour moi il était pas encore assez méchant.
Donc à voir avec le prochain tome qui s'appelle A Game of Retribution, qui normalement doit sortir incessamment sous peu, s'il n'est déjà sorti. À voir si donc Hades devient un peu plus méchant, on va dire, ou s'il va rester identique à A Game of Fate. J'attends de voir. Franchement, dans tous les cas, je suis curieuse. Je lirai la suite de Perséphone comme d'Hadès, histoire d'avoir une vision globale de la chose. Et je suis très curieuse de voir la suite parce que le premier tome était très sympa et prometteur pour la suite. Le prochain livre s'appelle Désaccordé. C'est de Joanne Richoux et c'est publié aux éditions Gulfstream dans la collection Echo, si je ne me trompe pas d'après ce qui est marqué ici. Et bien franchement, je ne connaissais absolument pas ce roman. Je ne l'avais jamais vu circuler nulle part d'ailleurs. Donc c'est une totale découverte. Comme le petit code barre l'indique, je l'ai trouvé à ma médiathèque, une fois de plus. Et il est vrai que c'est en partie la couverture qui m'avait attirée, avec cette jeune femme endormie sur un lit de feuilles fraîches, et ce titre-là, Désaccordé, qui est marqué sur une partition. Je ne voyais pas trop quel était le rapport entre les deux, et le résumé a éclairé toute ma curiosité, et m'a fait le prendre parce qu'il avait l'air vraiment sympa. Je vous le lis tout de suite. Violette, 17 ans, part en virée avec Maëva, Lucas et Alexis. Direction le château d'eau désaffecté de Saint-Crépin-l'Ermite, un endroit à la sinistre réputation. Quelques heures plus tard, elle ouvre les yeux. Elle est couchée face contre terre au milieu d'une forêt sauvage. Ceux qu'elle rencontre portent des noms bizarres. Dièse, trille, sonate. Telle Alice tombée de l'autre côté du miroir, la jeune fille aurait-elle atterri dans un univers à part ? Pourquoi tout le monde la confond avec une certaine princesse Croche, disparue 3 ans plus tôt ? Et qui est Arpège, ce garçon casse-cœur qui la dévisage ? Violette le sent, à l'envers de ce décor féerique, c'est un danger de mort. Mais comment retrouver le chemin de la maison ? Très, très, très intéressante cette thématique. Avec une phrase d'accroche qui nous dit un roman sensuel, musical et exubérant au parfum envoûtant. Je trouve que ça le résume parfaitement. Parce que c'est vraiment tout ce qu'il représente. C'est un mélange un petit peu d'Alice au pays des merveilles, plongé en fait dans un monde de fleurs et de musique. Il serait impeccable pour la fête de la musique de cette année parce qu'il est pile poil dans la thématique celui-ci. Franchement, si je l'avais pas lu plus tôt, je me le serais réservé pour le 21 juin parce que il est parfait. Avec une plume assez fraîche qui est parfaite pour le young adulte, je dirais, parce qu'on sent quand même que c'est une adolescente, Violette, elle a 17 ans, elle est un peu aigrie de la vie, elle en a marre de ses parents, elle en a marre de ses amis, elle tombe dans un monde complètement nouveau pour elle. Elle a un langage typiquement d'adolescent un petit peu blasé par la vie, qui est un petit peu rebelle et contre tout. Donc par moments, Violette est un petit peu agaçante, moi je trouve. Mais à côté de ça, c'est une adolescente qui est curieuse, qui est pleine de vie et qui tombe dans un monde féerique qu'elle ne connaît pas et qu'on va découvrir en même temps qu'elle. Et qui est très 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 intéressant, je trouve, parce que la plume est facile à lire et les détails sont très très addictifs. Ils nous plongent vraiment dans cet univers féerique à base de personnes qui portent des noms en rapport avec la musique. Il y a toutes ces fleurs qu'il y a à foison dans le royaume qui sont vraiment omniprésentes avec un rôle important pour chacune d'elles. Elles peuvent avoir une fonction nutritive, ils peuvent avoir une fonction de shampoing ou une lotion pour le corps, un parfum, bref. Tout ce qui est dans cet univers est à la fois magique, onirique et musical, avec une fonction qui s'y rapporte en fait. Et j'ai trouvé ça super intéressant, très dépaysant. Cette tombée un peu d'Alice dans le monde de la musique, c'est très intéressant et très original comme concept. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc passer Violette, qui est un petit peu donc l'adolescente un peu rebelle, désabusée du monde, au fil de l'histoire, elle va quand même apprendre à mûrir un petit peu. Et on va la retrouver dans tous ces états en fait, parce que on va suivre vraiment le cheminement d'une jeune fille qui est perdue, qui va découvrir l'amour, qui va découvrir la tristesse, la colère, qui ne sait pas ce qu'elle fait dans ce monde, qui va apprendre à vivre, apprendre à se faire des amis, apprendre à gérer plein d'émotions qu'elle n'avait pas l'habitude de gérer dans le vrai monde, on va dire. Et on apprend petit à petit à la connaître, à l'apprécier et à aller de l'avant avec elle en poursuivant cette histoire dans un monde que l'on ne connaît pas en fait. C'était très sympa, avec des chapitres qui sont à chaque fois ponctués d'une musique qui va nous mettre un petit peu dans l'ambiance du dit chapitre.
avec la playlist d'ailleurs qui est récupérée à la toute fin, si on a envie d'écouter les morceaux en même temps qu'on lit, ça a l'air très sympa. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas spécialement le téléphone ou autre à côté de moi pour enclencher une playlist, et puis je trouve que ça me coupait dans ma lecture de chercher à chaque fois une nouvelle playlist à un nouveau chapitre. Mais je pense que ça peut être pas mal, mine de rien, pour s'imprégner complètement de l'ambiance du lieu. Très intéressant. J'avais pas l'info sur la couverture ni dans le résumé, mais en allant sur Livre Addict, je me suis rendu compte que c'était le premier tome d'une duologie, visiblement. Et le deuxième tome est déjà sorti, donc j'espère que ma médiathèque l'a, parce que j'ai beaucoup aimé le premier et je serais curieuse de lire le second maintenant. Parce que la fin est très intéressante, promet beaucoup de rebondissements, promet des nouveaux soucis et des nouvelles interrogations, et avec le cœur de Violette qui va être partagé entre ces deux mondes, entre ses connaissances qu'elle a fait là-bas et sa vie de famille qu'elle a dans le monde où elle vit d'habitude. Il va falloir certainement qu'elle fasse un choix, donc je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer dans ce second tome. Le premier en tout cas, très très sympa, très original et franchement une lecture très facile, abordable par tous. Donc je vous le recommande parce que je ne l'ai pas vu passer beaucoup, et pourtant c'est dommage parce que c'est une lecture très agréable. Elle manque peut-être un peu de profondeur au niveau de certains personnages, certes. On sent que la plume est un peu axée quand même jeunesse, young adulte, avec un monde très riche, un monde qui est très creusé, très réfléchi, avec une fonction pour chaque chose, une fonction plus ou moins étonnante, farfelue, fun ou sympa. Mais côté personnage, il y a des moments, c'est un peu survolé malheureusement. Je pense que certains auraient mérité à être un peu plus creusés, ou l'histoire un peu plus approfondie, continue, parce que le roman est assez court, il fait 200 et quelques pages, et quelques pages en plus justement pour creuser un peu plus le passé de certains personnages, ou les échanges entre plusieurs groupes, des explications entre certaines castes, d'autres explications en fonction du lieu, de tel ou tel objet sert à telle ou telle fonction. Ça aurait été un peu plus poussé, ça aurait été mieux pour moi en tout cas, pour être encore plus imprégné de ce monde et un peu plus dépaysé, parce que les personnages sont intéressants, mais certains manquent un peu de profondeur. Donc une bonne lecture avec beaucoup de points positifs tout de même, et une lecture que je vous recommande parce que très sympa, et j'ai hâte de lire le tome 2. On enchaîne avec Vor de B. Catling, publié aux éditions Fleuve collection Outre-Fleuve. Alors lui, je l'avais choisi, certes parce que je l'avais vu passer sur les réseaux et sa couverture m'avait tapé dans l'œil, très mystérieuse, très fleurie, très jungle un petit peu obscure, noire, on ne sait pas trop ce qui va se passer là-dedans, et accessoirement parce qu'elle rentrait donc dans une de mes catégories du mois de la fantaisie. Et en fait, je l'ai choisi un petit peu, on va dire, les yeux fermés. C'était une plongée à l'aveugle parce que c'était parmi les défis où, en gros, je me basais uniquement sur la couverture et je me lançais dedans en sachant que c'était un petit peu du fantasy pour que ça puisse rentrer dans le challenge de Piketty, en fait. Le résumé, une fois que je l'ai lu, correspondait plutôt au mois de la fantaisie, ça allait très bien. Avec la Vork est une forêt merveilleuse et effrayante. Tous ceux qui y pénètrent y trouvent soit la mort, soit l'oubli. Néanmoins, elle exerce une fascination quasi magnétique et un attrait irrésistible. On dit que le jardin d'Éden est dissimulé en son cœur. Personne ne l'a jamais exploré en entier. Elle serait sans fin. Pourtant, un homme a entrepris le périple. Un ancien soldat qui a tout abandonné pour suivre sa bien-aimée, Esthée. À sa mort, il a, suivant d'antiques rituels, emprisonné son esprit dans un arc et, écoutant ses murmures, s'est lancé sur la route. Très mystérieux, très fantastique, un peu onirique, avec ces rituels qui permettent d'emprisonner l'âme d'une personne dans un arc, avec cette forêt mystérieuse, luxuriante qui dissimulerait le jardin d'Éden. Oh, ça avait l'air passionnant, ça avait l'air incroyable, c'est un bon petit pavé en plus, donc je me suis dit, la plongée dans cette forêt va être immense, va être incroyable. C'est un énorme flop pour moi. Je dirais même tellement énorme que j'ai fait quelque chose que je ne fais d'habitude jamais, je l'ai abandonné. On va dire que c'est vraiment le premier livre que j'abandonne. D'habitude, je ne fais jamais ça, parce qu'à chaque fois, je lui laisse une chance, je me dis, peut-être que si j'arrête maintenant, je vais arrêter pile poil avant le chapitre où tout va commencer, où les liens vont se dénouer, où il va y avoir, je ne sais pas, une action incroyable,
un dénouement, une révélation, quelque chose de punchy, quelque chose qui fait que l'histoire va prendre un tournant. Et à chaque fois, je me dis ça, et je continue le livre, et je ne l'abandonne jamais. Donc. Et je me dis, malheureusement, j'ai peut-être un peu perdu mon temps, cette lecture, je suis passée à côté, elle ne m'a pas convenu. Et celle-ci, celle-ci, j'ai arrêté au bout d'une centaine de pages. Et pourtant, il est gros, puisque je l'avais mis dans un de mes défis, il fait presque 500 pages. J'ai essayé. Franchement, j'ai essayé d'aller dedans, de lui laisser le temps, de me dire justement, c'est le temps de la mise en place, ça va être le temps d'introduire les personnages, d'introduire la Vor, cette forêt incroyable, cet endroit un peu mystique, ces croyances qu'il y a autour. Mais plus j'avançais, et moins ça allait en fait. La plume est intéressante parce qu'elle est très riche, elle utilise un champ lexical très compliqué, entre guillemets, mais beaucoup trop riche avec une tournure de phrases et de langue qui font qu'en fait la lecture devient lourde et compliquée en fait pour le lecteur. En tout cas, c'était mon ressenti. J'ai vu d'excellentes critiques passer dessus, alors peut-être que moi c'était peut-être pas le moment pour le lire, je ne sais pas, mais ça ne l'a pas fait. Moi j'ai trouvé que c'était trop lourd, trop pompeux, trop axé sur pour une fois des détails, pourtant j'adore ça, mais là c'était des détails un peu inutiles, un petit peu qui ne faisaient pas spécialement avancer l'histoire, qui perdaient plus le lecteur sur un passé quelconque d'un personnage ou un trait de caractère beaucoup trop fourni en fait, qui ne faisait pas avancer la quête du personnage, qui ne faisait pas aller vers cette fameuse forêt et qui, en tout cas, moi, m'a perdu. Je n'ai jamais atteint la Vor, je me suis perdue avant et je suis très embêtée parce que franchement, il avait l'air super. C'était le premier tome d'une duologie où la seconde couverture est pareil magnifique. Ça avait l'air incroyable, ça avait l'air enchanteur, ça avait l'air dépaysant. Mais en fait, pour moi, rien de tout ça, malheureusement, et je suis fortement déçue parce que je m'attendais à beaucoup. Et c'est peut-être pour ça que je suis déçue, justement, parce que je portais un jugement assez haut sur ce livre que je ne connaissais pourtant pas. Et ça ne l'a pas fait. Je l'ai abandonné. Pourtant, oui, donc, comme je vous disais, je ne fais jamais ça. Donc, pour que j'abandonne un livre, franchement, c'est que ça n'allait pas, malheureusement. Peut-être que je réessayerai à un autre moment de le lire quand, je sais pas, le mood sera meilleur. Que j'aurais vraiment envie de quelque chose de très approfondi comme ça, de presque scientifique dans une lecture. Mais en attendant, c'était pas son heure, donc Vor, intéressant, avec une plume qui change de l'ordinaire, donc jetez-y un œil, faites-vous votre propre opinion dessus, mais c'était pas la lecture du siècle pour moi, malheureusement. On change complètement de registre avec un policier, le syndrome K, le pont du diable, de Yves Desmaz. C'est publié aux éditions TDO dans la collection Noir Austral. Alors lui, c'est pareil, je l'avais mis dans le cadre d'un challenge, mais cette fois-ci c'est pour le Blossom Spring Challenge. Je l'ai fini, donc j'ai pu valider ma catégorie du Blossom. Et c'était très sympa. Je voulais le lire pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un auteur local, et j'aime beaucoup mettre en avant les auteurs locaux, parce que je trouve ça logique de mettre en avant les auteurs de la région, en fait, ils sont les mieux placés pour pouvoir écrire sur la région, vu qu'ils habitent ici, ils y vivent, ils y sont nés parfois, mais donc moi je trouve ça passionnant. Là ça se passait sur l'histoire du pont du diable à Saint-Guilhem-le-Désert, qui est un village pas très loin de là où j'habite. Donc c'était l'occasion de me perdre une fois de plus dans ce petit village médiéval, au passé un petit peu mystique comme l'indique ce titre. Donc je me suis plongée dedans. C'était très sympa. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire un résumé pour que vous puissiez un peu plus comprendre mes propos pour la suite. Pourquoi, lors d'un simple rendez-vous avec un indique au pont du diable, le capitaine Kevin Normand est-il abattu et son corps jeté dans l'Hérault? Est-il victime d'un contrat lancé sur sa tête? D'une vengeance? Les circonstances de son assassinat permettent-elles d'établir un lien avec une précédente enquête associant une loge pseudo-maçonnique, la mafia, et une banque gérant les avoirs du Vatican? Et si le dénominateur commun était encore et toujours l'argent? Et pourquoi pas la captation des fonds versés par les fidèles au profit de la restauration de Notre-Dame de Paris? Kevin Normand était-il compromis? Beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations dans ce résumé auquel je voulais les réponses, et pendant lesquelles je voulais me perdre donc dans cette région de Saint-Guilhem pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé dans ce coin en fait.
À savoir que Kevin Normand est un personnage récurrent des histoires de Yves Desmas, donc il faut avoir lu les précédents tomes pour pouvoir comprendre vraiment les tenants et aboutissants qui se passent dans celui-ci. Parce que sinon on va être un petit peu perdu, ne pas savoir quel personnage a telle affinité avec un autre, pourquoi tout tourne autour de Kevin Normand et son passé, parce que ce personnage avait un statut particulier, il était à la fois policier et diacre. Donc une histoire toujours un petit peu en rapport entre la police et l'église, avec des implications de la mafia, des codes religieux, de la loge maçonnique, de la région, de la police scientifique, bref, un condensé de plein de choses qui font que ce roman est très intéressant. Alors il est vraiment axé policier et pas du tout thriller et encore moins thriller psychologique. Donc moi je préfère vraiment toute cette partie sombre du thriller. Mais un bon policier de temps en temps, moi franchement je signe. Ça marche très bien, la plume est très facile à suivre. Yves Desmas il nous aide beaucoup quand même dans l'écriture de si jamais on n'a pas lu avant, il nous donne quand même des petits détails, des indices pour bien comprendre tel personnage qui il est, à quoi il sert, à quoi, quelles sont ses relations avec un autre, où est-ce qu'il travaille, d'où il vient, bref. Il nous donne plein d'indices comme ça et il nous aide aussi dans la lecture des nombreux acronymes qu'il y a dans l'administration française, dans la police ou autre. Il nous met à chaque fois une petite note de bas de page pour nous expliquer tel acronyme veut dire telle chose, ça sert à ça. Et il nous aide vraiment dans la lecture et dans la compréhension pour pas qu'on soit perdu face à un groupement de lettres qu'on n'aurait jamais vu auparavant. Très sympa, assez prenant et addictif avec justement ce dépaysement dans une vieille cité très touristique de la région que j'aime beaucoup et qui m'emmène une fois de plus donc sur les traces d'un tueur à travers beaucoup de lieux qu'il y a autour de Montpellier. Donc c'est sympa, c'est dépaysant. Quand on est de la région, on retrouve tous les petits lieux et les détails que l'on connaît et qui ne sont assez sympas soit de découvrir, soit redécouvrir. Et quand on n'est pas de la région, eh ben on est complètement dépaysé. On peut voyager à travers l'Hérault, avec ici Saint-Guilhem-le-Désert en point phare, mais on voyage également jusqu'à Perpignan, Marseille, tous les alentours de Montpellier. Bref, cette saga-là, si vous êtes fan de la région de Montpellier et de l'Hérault, elle est faite pour vous. Un bon petit policier très sympa qui serait parfait en lecture d'évasion sur la plage. Je vous le recommande, il est super chouette. Avant-dernier livre et j'aurai terminé ce bilan lecture pour ce mois-ci. Donc avant-dernière lecture avec une BD qui s'appelle Camille. Le premier tome, Omegama, c'est de Juliette Fournier et de Jean-Gaël Deschard et c'est publié aux éditions Jungle. Je ne connaissais absolument pas. Une fois de plus, ma médiathèque est le coupable. Je suis passée devant et j'ai vu cette magnifique couverture qui m'a interpellée par ses couleurs vives, cette jeune fille aux grands yeux violets et cette espèce de petit poisson doré qui est en fait un dieu, qui est très rigolo. Et en fait, je me suis laissée happer par la couverture, j'ai feuilleté vite fait les pages, j'ai vu que le design était très beau, très coloré. Je vous mettrai un insert juste ici du contenu de cette BD qui est vraiment magnifique. Et franchement, j'ai adoré le concept, le design, l'idée. C'était super bien. Et pour ce qui est du résumé, nous avons dans un monde fantastique où les divinités marchent aux côtés des hommes, Nura, une jeune prêtresse, tente de sauver le dieu Belsem d'une disparition certaine. Ensemble, ils partent à la rencontre du jeune souverain de Lucania afin de trouver de l'aide. Cependant, Nura s'aperçoit bien vite que ses intentions sont beaucoup plus obscures qu'elle le laisse paraître. Donc très sympa, un côté très japonisant je trouve dans cette couverture, dans cette police avec Kami qui veut dire Dieu en japonais. Un côté un petit peu médiéval fantastique parce qu'il y a une espèce de cité qui fait un petit peu moyenâgeuse je trouve. Un côté très folklore aussi, donc avec ses dieux, avec ses rites, avec ses invocations qui est très sympa. Un design vraiment très beau avec une colorimétrie incroyable. C'est joliment fait, c'est bien orchestré avec une bonne dynamique, mais c'est un peu court. Ça reste un tome 1 certes, mais c'est un tome 1 qui je pense s'est terminé sur une histoire et va enchaîner sur un tome 2 qui va commencer une nouvelle histoire. Il va y avoir quand même un fil conducteur avec ce petit dieu qui est vraiment au centre de l'histoire avec Nura qui cherche à le sauver, à le protéger et qui va je pense une fois de plus être important dans le second tome. Mais quelque chose me dit que l'histoire qu'il y avait dans le premier, elle s'arrête là. Elle était vraiment inhérente au tout premier tome et qu'il va y en avoir une seconde dans le deuxième tome. Et c'est un peu dommage parce que c'est vraiment court ce qui se passe dans celui-ci.
ça aurait besoin d'être un peu plus approfondi. De par Nura, on ne connaît vraiment rien d'elle. On sait juste qu'elle est prêtresse et qu'elle est vraiment attachée à ce petit dieu qu'est Belsem, mais on n'en sait vraiment pas plus, ni sur elle, ni sur ses origines, ni sur le monde qui l'entoure, ni sur vraiment en quoi consiste son rôle de prêtresse. On ne sait rien, c'est un peu vague, c'est un peu flou, voire même c'est un petit peu absent en fait. C'est un peu dommage parce que j'aimerais bien en savoir plus, en connaître plus sur la nature du monde dans lequel elle vit, sur cette étrange malédiction qui s'abat sur les autres dieux, sur cette petite créature Belsem trop mignonne. On a envie d'en savoir plus aussi. J'espère que mes réponses arriveront dans le second tome, parce que là, c'était très bien, mais c'était très court. Donc je suis un petit peu restée sur ma faim. Et je suis curieuse de voir ce que va donner le second tome, parce que franchement, c'est très joli à regarder. Et enfin, on en arrive à ma dernière lecture, et pas des moindres, parce que celle-ci, je l'ai vraiment adorée. Je l'ai rentrée dans le cadre du mois de la fantasy pour pouvoir valider une catégorie de mon challenge. Et parce que je l'ai vu passer depuis un bon bout de temps. Et j'avais très envie de lire ce roman graphique parce que le design est incroyable. J'ai lu Grimoire Noir. C'est de Jana Bogac et de Vera Grinty. Et c'est publié aux éditions Glénat. Et c'était super chouette. Pareil, je vais vous faire un petit close-up parce que franchement, le design vaut vraiment le coup qu'on s'arrête dessus. C'est en partie, si ce n'est... C'est pour ça en fait que je l'ai lu parce que c'était beau. Franchement, c'est magnifique. Juste avant de vous l'enclencher, je vais vous montrer 2-3 planches pour pouvoir appuyer mon propos parce que c'est incroyable. Regardez ne serait-ce que cette planche-ci. La beauté des détails, du visage, les yeux qui ressortent, c'est incroyable. Et en fait, toutes les planches du livre sont constituées de tons un petit peu pastel, un petit peu effacés, délavés comme ça, dans des tons parfois bleutés, des tons parfois sépia comme celui-ci, des tons parfois un petit peu plus rosés. C'est très joli, la colorimétrie est incroyable et rehausse le trait de crayon du design de manière parfaite en fait. C'est vraiment appuyer le design, c'est vraiment l'enjoliver, c'est vraiment permettre au lecteur d'en avoir plein les yeux et de suivre une histoire passionnante en étant complètement charmé et en étant porté par ce dessin qui est très vivant et qui permet de donner un excellent dynamisme au cours de l'histoire. Et pour ce qui est de l'histoire justement, en résumé nous avons Bienvenue dans la petite ville américaine de Blackwell qui a pour particularité d'autoriser l'usage de la magie. Les sorcières sont les bienvenues et vivent en famille. Les hommes, eux, n'ont aucun pouvoir. En dehors de cet endroit protégé, la sorcellerie est sévèrement réprimée. Bucky Orson est un jeune homme à l'humeur morose. Sa sœur a disparu dans des circonstances troubles et l'enquête de son père, shérif de la ville, est à l'arrêt. Cet enlèvement provoque chez sa mère une grande tristesse et lorsque celle-ci pleure, il pleut littéralement sur la ville. Bucky décide de mener sa propre enquête pour retrouver sa sœur et sera aidé en cela par son ami Camomile. La disparition de cet enfant réveille de vieux démons et ravive les tensions autour des mystères qui entourent l'origine de cette étrange ville de Blackwell. C'était incroyable. Il y a encore 2 petites phrases qui nous disent d'un romantisme gothique somptueux, Grimoire Noir révèle le talent immense de sa jeune dessinatrice, dont c'est le premier ouvrage publié en France, Jana Bogac. C'est vrai. Et cette phrase a raison pour le talent immense de cette dessinatrice parce que c'est merveilleusement beau. On en prend donc vraiment plein les yeux. Une histoire de sorcellerie, une histoire d'enlèvement, une histoire un peu sombre, un peu triste, un petit peu cruelle parfois, mais tellement bien amenée avec un dessin merveilleux qui nous fait vraiment voyager, avec ces planches dont la colorimétrie fait que on est vraiment pris dans l'ambiance. Quand il pleut, c'est vraiment dans les tons sombres, les tons froids, bleutés, violacés, et avec toujours cette forêt un peu sombre, un peu mystérieuse et noire, qui vraiment nous englobe dans une ambiance très spooky, qui serait idéale pour l'Halloween de cette année. Et franchement, c'est super bien. L'alternance des couleurs avec parfois ces planches un petit peu plus sépia ou rosées, ou des couleurs un peu plus chatoyantes suivant l'action qui s'y passe, c'est très bien pensé et une fois de plus ça immerge le lecteur au cœur de l'action, au cœur de cette histoire de sorcellerie qui est très bien amenée.
Et j'aime particulièrement les yeux des personnages qui sont flamboyants. Le côté bleuté de Camomille qui ressort, son côté doux, mélancolique, un petit peu triste, le côté des yeux dorés d'une des protagonistes qui révèle la malice, le côté un petit peu fourbe, un petit peu vraiment sorcellerie noire. C'est très très bien amené, bien pensé, avec une avancée qui est à la fois douce, à la fois addictive, parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Où est passée la jeune sœur? Qui est ce personnage mystérieux sur la couverture qui est un peu flottant? Quels sont les pouvoirs de ces fameuses sorcières? Pourquoi il n'y a qu'ici qu'on a le droit d'avoir des pouvoirs magiques? Très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et surtout le côté graphisme. L'histoire est prenante, mais le petit bémol que je lui reprocherais, c'est que la fin est vraiment beaucoup trop vite expédiée, malheureusement. Du moment où on comprend le dénouement, on sait ce qui va se passer, qu'on comprend pourquoi il y a eu tout ça, les planches sont tellement vite expédiées qu'on arrive à la fin et qu'on reste un petit peu bloqué. Enfin, moi en tout cas, c'était mon cas. Je suis restée un petit peu bloquée en mode ah, c'était trop vite expédié. Ça aurait été sympa d'avoir quelques planches de plus, ne serait-ce que 3-4, pas plus, mais d'en avoir un petit peu matière, un peu plus. D'avoir un petit peu plus de matière à se mettre sous la dent et une fin à mener de manière un petit peu peut-être plus douce, plus moins abrupte en fait. Parce que là, ça fait vraiment bon, bah t'as eu la fin, paf, tiens, c'est ça, fini. Ah, quel dommage. Franchement, c'est dommage. La fin, elle pêche un peu, mais tout le reste est incroyable. Vous voyez, c'est un roman graphique assez conséquent, un beau petit bébé, mais un beau petit bébé où on en a vraiment plein les yeux. C'est très beau, très agréable à lire, et franchement, je vous le recommande parce qu'il est incroyable. Et là, pour le Pumpkin Autumn Challenge de cette année, franchement, il sera parfait. Si vous ne le connaissez pas, jetez-y un coup d'œil, lisez-le. Il est beau graphiquement, avec une belle histoire prenante, un fond de magie très sympathique avec toute cette histoire de sorcellerie, un petit peu de fantôme aussi, il est vrai, et toujours cette ambiance mystique, un peu froide et glaçante, oppressante par moments même, incroyable, qui fait que c'est un très très beau roman graphique et que je vous le recommande les yeux fermés. Et j'en ai terminé avec ce bilan lecture qui était ma foi plutôt conséquent. Et donc j'espère qu'avec ce bilan lecture ça vous aura plu, que vous avez peut-être découvert de nouveaux ouvrages. N'hésitez pas à utiliser comme d'habitude la section des commentaires pour qu'on en discute tous ensemble. Et sur ce, sinon je vais vous souhaiter d'excellentes prochaines lectures et je vous retrouve dans une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!